On vous parle aujourd'hui de la Grèce, des Lofoten, Norvège. Et puis, je me permets de vous prendre en otage pendant quelques minutes pour vous parler du Monténégro. Parce que si on fait une conférence sur le Monténégro, comme personne ne connaît ça, ben, il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc, j'introduis ça un petit peu dans l'histoire. Et comme je dis toujours, ce qui est difficile quand on fait des présentations comme ça, c'est que je ne sais pas à qui on a affaire. Donc, si vous avez fait des voyages avec nous, si vous connaissez Caravanier, bon, et tout ça, on est dans les voyages en Europe. Il y a énormément de gens qui ont fait des centaines de personnes qui sont allées en Crète, qui sont allées en Espagne. Et donc, les circuits qu'on vous propose aujourd'hui sont un peu dans la continuité de ces circuits-là qu'on a depuis, dans le cas de la Crète, 25 ans. Caravanier a eu 25 ans il y a 2 jours. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que les circuits ont été faits. Pourquoi je vous parle du Monténégro? Pendant que je vous parle, je vais aller chercher la présentation. Donc, diaporama. Donc, voilà. Alors, je vous disais, est-ce qu'on est, bon, l'appellation des niveaux et tout ça, c'est important, mais dans une présentation comme ce midi, l'idée, c'est plus de vous allumer sur certaines destinations. Si vous aimez ça, ben, vous allez en lire un peu plus. Vous nous appelez, effectivement, et c'est rapide hein, comme présentation. Donc, Monténégro, et la Grèce et les Lofoten, ben c'est 3 nouveaux voyages, en fait. Hein. Monténégro, on l'a fait une fois. Lofoten, on l'a fait une fois. Grèce, on l'a fait une fois. Donc, on peut dire que ce sont encore des nouveaux circuits. Moi, je suis le fondateur de Caravanier, fait que ça fait 25 ans que je travaille quand même pas si mal pour ça, pour cette entreprise-là. Et puis, je peux vous dire que le Monténégro, pour moi, c'est la plus grande surprise de mes 8 dernières années. Vraiment, ce petit pays-là qui est situé ici, donc tout près de la Croatie, qui est un pays quand même très touristique. C'est un pays, pour vous donner une idée, c'est pas plus gros c'est plus petit en fait que l'Abitibi. Mais il y a plusieurs chaînes de montagnes et c'est un pays qui n'est absolument pas développé au niveau touristique, sauf pour quelques villes et villages sur le bord de la mer. Je vous dis que c'est un coup de cœur parce que c'est un endroit, c'est les Alpes dinariques, hein, donc on parle de sommets de plus de 2000 mètres qui sont très, très peu fréquentés. On y va en juin puis on y va en septembre. Donc, au mois de juillet, au mois d'août, il y a un peu de gens, mais des gens surtout des Balkans qui viennent dans ces régions-là. Donc, très peu de gens au mois de juin. On a un circuit qui est déjà confirmé au mois de juin. Là. Il reste encore de la place. Fait que je vous montre rapidement quelques images, mais aussi pour vous dire qu'un des grands intérêts de ce circuit-là, c'est un peu comme si vous étiez allé en Europe, en tout cas, j'imagine, il y a une cinquantaine d'années, et que vous aviez découvert ces endroits-là, les Alpes, avant qu'il y ait trop de stations touristiques, qu'il y ait des stations de ski. Alors, c'est encore très, très rural. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais j'aime bien comparer. Tu sais, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, je ne suis pas allé à Katmandou dans les années 70, mais je vais souvent à Katmandou, puis je me dis, ça devait être le fun d'être ici dans les années 60 puis 70. Ben, le Monténégro, c'est un peu ça. Tu sais, peut-être que dans 20 ans, si vous y allez, là, l'année prochaine, cette année, en tout cas dans les 2, 3 prochaines années, vous allez sûrement faire partie de ceux qui disent, ouais, ben moi, j'étais là au Monténégro avant que ça devienne une destination très, très populaire, j'ai aucun doute, parce que le pays a un potentiel incroyable, d'une grande beauté et on parle de gorge, on parle de montagne, comme vous pouvez voir. Ça me faisait penser, s'il y en a qui sont déjà allés, à la Patagonie. Par bout, il y a ce côté-là, vieille Europe, qui est aussi très le fun, avec des petits villages, et on va aller sur le bord de la mer aussi. Donc, encore une fois, je passe rapidement sur les images. Je vous dis rural, c'est très, très rural et les hébergements où on va,
la plupart, je pense qu'on y va à 5 hébergements sur le voyage de 2 semaines, ben, il y en a 4 que c'est des pensions familiales. Donc, on est vraiment avec des familles où c'est encore très traditionnel, hein. L'homme, les frères sont à la ferme, puis ils s'occupent des animaux, puis ils vont chercher le lait. Puis la femme, qui travaille encore plus fort que l'homme, comme un peu partout dans le monde, ben, elle va faire le fromage, va cuisiner, va s'occuper aussi des animaux. Mais bref, on est vraiment dans une ambiance familiale très, très le fun. Une végétation complètement folle aussi, hein. On est entre 0 mètres et 2000 mètres à peu près là, dans toutes nos randonnées. Donc, puis au mois de juin, la photo est prise probablement au début juin ici, donc il va rester de la neige dans les montagnes. Un peu moins que ça, par contre. Météo, ça, là, je fais croire que je connais beaucoup les fleurs, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est quand même un running gag à l'interne. Alors, mais c'est quand même un endroit, surtout au mois de juin, c'est très, très, très fleuri avec ces massifs de montagnes-là. Ici, ça vous donne une idée le plus gros endroit où on va dormir. Et ce sont des petits chalets qui appartiennent à une famille. Donc, alors, dans cet environnement-là, la nourriture, elle est très bonne. Je ne vais pas dire qu'elle a la complexité, le raffinement de ce que vous mangeriez en Grèce ou en Espagne ou peut-être même dans les Lofoten. C'est une bonne cuisine familiale. Évidemment, ce sont les produits du terroir. C'est pas si raffiné, mais c'est quand même super bon. Et puis, on termine tout ça sur le bord de la mer, à Kotor, qui est une ville qui a été construite par les Vénitiens. Et les Vénitiens ne se sont pas souvent trompés quand ils ont construit des villes. Donc, on est sur le seul, en fait, c'est le seul vrai fjord glaciaire d'Europe, c'est la baie de Kotor. Donc, on finit là, fait qu'on est dans le luxe et dans le charme de l'Europe. Et s'il y en a qui s'attendent, ben, vous pouvez reprendre l'avion de Dubrovnik. Excusez-moi, vous pouvez prendre l'avion de Dubrovnik, qui est, à mon avis, une des plus belles villes de la planète avec Venise, si ça vous tente d'y aller. Ça ne fait pas partie du voyage, mais c'est pas loin, c'est pas compliqué. Donc, j'ai pris en otage la Grèce et les Lofoten, mais c'est terminé pour moi. Donc, départ 17 juin et 2 septembre. Alors, merci de m'avoir laissé la place. Je vous laisse ça, Julie et Ophélie. Ce midi, je vous parle de la Norvège et plus précisément des Lofoten. Alors, les îles Lofoten, où est-ce que c'est? Ici, nous avons la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande ici. Eh ben, là, ce que vous voyez ici en haut, ce sont les îles Lofoten. Donc, un tout petit archipel, 7 îles reliées par des ponts. Le fjord ici fait 90 km de large. Il est vraiment énorme, monstrueux. Et si je... Hop, là, on voit un petit peu mieux. Les Lofoten, c'est tout cet archipel-là. Et nous, on va vraiment se concentrer sur la partie sud des Lofoten. Ici, vous avez Bodo. Donc, l'avion arrive à Bodo. Il y a une nuit. Et après, on prend le ferry pour aller rejoindre le bateau là où là où il nous attend. Et au retour, c'est pareil. On reprend le ferry pour revenir à Bodo et reprendre l'avion. Je sais que ma connexion Internet est moyenne, donc si à un moment donné ça coupe, j'en suis désolée, puis Ophélie reprendra le contrôle de la présentation. Donc pourquoi les Lofoten? Ici, vous voyez, on voit un peu l'ambiance du cirque. Les Lofoten, c'est un archipel qui a été dans une seule route, loin la plupart. Et le long de cette route, le long des côtes, s'égrènent de petits pêcheurs, de nos jours encore de pêcheurs, mais pas que, et c'est quand même devenu un peu touristique, avec des maisons qui sont soit sur pilotis, soit au bord de l'eau, regroupées en petits villages. Mais alors quand je dis petit, c'est vraiment tout petit village, avec des fjords, des presqu'îles dans tous les sens. Donc l'idée de notre voyage, c'est d'aller marcher 10 jours, tantôt pour monter sur les sommets, tantôt pour faire des traversées et profiter de la vue des fjords. Donc on a 10 jours de marche. Ici on voit un petit peu, on va même donc au bord des plages. Ces 10 jours de marche permettent
voir un petit peu la vie puis les paysages. Et toujours en partant, c'est cette photo-là que je voulais vous montrer, toujours en partant depuis donc, les ports de pêcheurs et les maisons très traditionnelles. On est basé à bord d'un voilier. Donc l'idée de ce voyage-là, c'est vraiment en fait que le voilier nous permet d'accéder à des endroits sur lesquels on ne pourrait pas aller parce qu'il n'y a pas de route. Aussi, c'est notre camp de base. Donc, il est confortable, je vous le présenterai après. Il permet en fait d'aller à des départs de randonnée inaccessibles. On se place donc, vous l'avez compris, soit à pied, soit en voilier. On ne prend jamais le véhicule des connexions. Ici, vous avez un peu de circuit. Le voilier va nous déposer au départ d'une randonnée. De là, il faut monter jusqu'au refuge et le refuge est réservé juste pour nous et donne une vue magnifique puisqu'il est en hauteur par rapport au fjord et aux îles. Donc l'idée c'est d'aller, on monte tout ce qu'il faut pour souper, on va au refuge. Si on a le temps cet après-midi-là ou le lendemain matin, on va sur le côté. Le lendemain, on redescend sur la plage que vous voyez ici. Les plus courageux s'y baigneront. Juste pour nous, c'est des matelas, c'est un dortoir et plutôt faible et confortable. Et le seul soir où il n'y aura pas de douche, à bord du voilier, il y a la douche tous les soirs. On est au-delà, largement au-delà du cercle polaire. Ça veut dire que à partir, par exemple, fin juin, c'est soleil continu toute la journée. Au-delà, à partir d'août, parce que nos départs sont fin août et puis début septembre, il y aura de la nuit. Ça permet de voir des aurores boréales. Un spectacle assurément magique. Et là, je prends un petit peu plus de temps. Ici, vous voyez un sentier. Et donc, si vous voyez bien, il n'y en a pas de sentier. Donc, dans les Lofoten, on a commencé ce voyage niveau 2, c'est largement un niveau 2 plus, et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Si on regarde sur le papier des dénivelés de 400-500 mètres, des randonnées qui font 12 km, c'est plutôt facile en fait à faire. Mais l'absence de sentier, le terrain qui est très chaotique, rend ce voyage vraiment plus comme un niveau 2 plus. Et si jamais la météo, et ça c'est possible, s'y met à faire des caprices, et il faut s'y attendre parce qu'on est quand même, ça fait partie des Lofoten. Là, en ressenti, le voyage devient un niveau 3, 4, 5, 6, si vous voulez. En fait, c'est vraiment pour dire qu'il faut être un petit peu prêt à affronter un peu toute la météo, à ne pas marcher hors des sentiers parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Je vous dirais une bonne moitié des randonnées se font hors sentier et ça ne sera jamais plat. Mais les paysages sont de grandes récompenses. Je vous présente notre équipe sur place. Donc, le bateau, bien sûr, et le capitaine, puis la guide pour les vraiment tout le temps dans les randonnées, c'est le guide. Et puis, pour que ça assure de la logistique à bord. Après, les deux vont cuisiner, les deux vont faire en sorte que le voyage se passe bien. Donc, je vous disais, le voilier permet en fait d'accéder à ces petits villages très isolés, très reculés, qu'on ne pourrait pas rejoindre sinon. Donc là, on le voit un petit peu mieux. Il n'y a pas besoin de savoir naviguer pour participer. Les eaux sont quand même assez protégées vu qu'il y a beaucoup d'îles et beaucoup de fjords. Au final, c'est peu propice au mal de mer. Donc, même si vous ne savez pas comment vous réagissez, vous pouvez y aller. Et les premières journées sont en plus prévues pour être un petit peu moins de navigation, un petit peu plus doux. Et ensuite, vous serez parfaitement prêt pour la mer et vous n'aurez plus de problème là où on navigue un petit peu plus. Là, on voit le voilier, notre vue du voilier. On mange bien, donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur, il y a le chauffage, il fait 20 degrés tout le temps, la douche est chaude. On a 3 cabines pour nos voyageurs, plus la cabine pour les modes. Donc, si on est 6 voyageurs, on est 100 voiliers.
basé sur des hébergements en faire du randonnée, C'est du des norvégien, hein? C'est ça, là, des Julie, zones. tu parles en norvégien, je pense. Je vais je passe le aux autres. Vas-y, parle de la Grèce, Ophélie. Je pense que Je passe le Julie. relais, je pourrais pas faire Ouais. mieux. Appelez-nous au bureau, ce sera promis, la connexion sera meilleure. Julie. Bon, Euh, désolé. Est-ce que tu voulais dire un mot sur la Grèce, Richard, ou je Ben prends écoute, je fais le... juste regarder les commentaires vite, là, à part Ouais. que le son n'est pas bon, là, ça, on est d'accord, on est d'accord. Bon, si je suis seul pour le voyage du 29, comment ça marche pour les cabines? En fait, la combinaison des cabines, ça dépend beaucoup de la composition du groupe, s'il y a des couples, il n'y a pas de couple. Mais pour ça, Julie pourra vous répondre probablement personnellement, parce que là, si elle répond à tout le monde, ça va être compliqué. Ouais, ben juste un petit mot, puis je te laisse parler de la Grèce, Ophélie, mais Ouais. la Crète est vraiment un circuit très classique chez nous, qu'on fait depuis presque 25 ans. Je dirais que la Crète est un peu notre circuit étalon, c'est-à-dire qu'on va souvent essayer de bâtir d'autres circuits à partir du modèle de la Crète, c'est-à-dire le moins de transport possible, même si ce n'est pas toujours possible, mais autrement dit, très peu de temps dans des déplacements. S'il faut se déplacer, on essaie de le faire d'un coup, puis après ça, on prend très peu de transport. Le rythme de marche, la difficulté. Donc, si vous êtes déjà allé en Crète, sachez qu'on a construit la Grèce un peu sur le modèle de la Crète et que ne soyez pas inquiets de penser que ça peut se ressembler. La Grèce continentale et la Crète, ça n'a rien à voir. Alors, tu sais, si vous voulez quelque chose qui ressemble à la Crète, ça va être plus en Sardaigne que sur la Grèce continentale. Je te laisse parler, Ophélie. Oui, merci. Bah, tout à fait. Alors, Grèce, au-delà des montagnes, là, on part vraiment au nord de la Grèce, quasiment à la frontière avec l'Albanie. Comme on se le disait tantôt, là, on a eu un premier départ en juin, donc je parlerai des départs à la fin, mais donc on s'en va plus au nord de la Grèce, dans le massif de Pinde, en Épire, qui est clairement, bah, certainement l'une des régions les plus montagneuses, en tout cas de la Grèce continentale. C'est le prolongement des Balkans. Alors, on est aussi dans une ambiance beaucoup plus rustique, montagnarde. Ça n'a rien à voir vraiment, comme Richard le disait, avec le reste de la Grèce, puisqu'on peut retrouver en Crète ou dans les Cyclades ou même dans le Péloponnèse, ça a vraiment rien à voir. Il y a des belles montagnes, des beaux villages qui se relient facilement entre eux. Donc, tous les ingrédients y étaient pour qu'on puisse faire un nouveau voyage dans l'ambiance Dolce Vita. Euh, Là, j'ai mis la carte pour situer un peu. Donc, on arrive à Athènes. Quand vous allez arriver, vous allez rencontrer donc votre guide caravanier qui va vous accueillir. Puis, vous allez tout de suite partir en direction des météores. Donc, le voyage, il va vraiment s'articuler en 3 étapes. Les météores, ça va être la première partie de voyage. Je vais y revenir là-dessus après. Donc, on va y rester 2-3 jours. Ensuite, le massif du Pinde, il est juste là. Donc là, ça va être la partie de notre trek pendant 6 jours de marche, de village en village. Et ensuite, on termine les pieds dans l'eau sur l'île de Corfou. Donc, j'y reviendrai, mais voilà, on va vraiment aller jouer dans cette zone-là. Donc, première partie de voyage, les météores. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est certainement l'une des curiosités les plus belles qu'on peut retrouver en Grèce. En fait, c'est un ensemble de pitons rocheux, de pics rocheux comme ça, où il y a des monastères qui ont été érigés au sommet. Certains sont vraiment là encastrés dans la roche, donc c'est assez spectaculaire, puis c'est vraiment unique. Il y a plusieurs monastères qui se visitent, qui sont ouverts au public. Il y en a d'autres qui sont complètement fermés, soit par rénovation. Il y en a peut-être un ou deux qui sont encore même habités par des moines. Mais ceux qu'on peut visiter, bon, bah, il y a vraiment plein de sentiers. Là, il y a des belles randonnées à faire aussi pour aller se balader à travers les météores. Donc, on y reste 2 jours vraiment pour prendre le temps là, de visiter, de prendre ça relax, d'avoir aussi des beaux panoramas. Là, on a des très belles vues quand on monte là-haut. Alors, c'est super intéressant, puis on en profite. Donc ça, c'est la première partie de notre voyage. On dort toujours dans des petites auberges. Là, tout le long du voyage, sur ce voyage, il y a pas de camping non plus. Là, on est, comme je le disais, dans l'ambiance
Dolce Vita, donc toujours dans des petites auberges très charmantes. Je parle rapidement de Corfou avant de venir plus en détail là, sur la portion trek. C'est difficile d'aller en Grèce et de pas aller se mettre les pieds dans l'eau puis aller sur une île. Donc là, géographiquement, l'île de Corfou était définitivement l'île la plus intéressante, en tout cas, à aller visiter en fin de voyage. Ça se fait vraiment bien. C'est la plus grande île de la mer Ionienne. Elle est vraiment à cheval là, dans le littoral entre l'Albanie et la Grèce. Elle est quand même assez grande, donc on peut pas tout faire évidemment. Là, on va y rester 3 nuits, enfin, tout à la fin de notre voyage. On va se concentrer sur la partie nord vraiment de l'île de Corfou qui est, à notre sens, la plus intéressante, la plus montagneuse aussi. Donc, il y a de la randonnée, des belles randonnées aussi qui vont être prévues. Il y a des forts byzantins là qu'on peut aller, visiter aussi. Je vais mettre hop, j'ai quelques photos. Donc la côte est vraiment magnifique. Il y a du temps pour de la baignade et de la plage aussi. Votre hébergement est quand même à proximité de marche là de la mer. Donc là, exemple d'une forteresse, byzantine qu'on peut aller visiter. Là, c'est vraiment très beau. Il y a du temps aussi pour aller visiter la vieille ville de Corfou, qui est clairement magnifique, puis rien à voir avec, encore une fois, ce qu'on peut retrouver dans les autres îles, exemple comme dans les Cyclades, qui a vraiment une ambiance complètement différente. Corfou, c'était vraiment le pont à l'époque entre l'Orient et l'Occident. Donc, elle a vraiment conservé des influences vénitiennes, ottomanes, très, très marquées. Et ben, on le voit là, en tout cas, ça donne en général des villes très, très intéressantes et très charmantes. Ça a rien à voir, comme je le disais, au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau de la gastronomie. Il y a vraiment justement des influences italiennes. Bref, il y a plein de saveurs là qu'on peut retrouver sur l'île de Corfou. Puis ça me fait justement rebondir sur le fait que, effectivement, même pour la portion trek, c'est la même chose en fait. C'est des influences complètement différentes. Donc Corfou, à la fin, on termine là-dessus. Vous reprenez un vol direction Athènes. Si vous voulez rester plus longtemps, prolongé, ça se fait vraiment très bien. Si vous avez le goût de continuer d'explorer la Grèce puis d'aller d'île en île par la suite, là, ça se fait très bien aussi. Mais sinon, on repart directement direction Athènes. Donc, j'en viens à la partie trek, qui se concentre donc, comme je le disais, dans la massif de Pinde. On est au nord de la Grèce, à la frontière avec l'Albanie, puis on va vraiment se concentrer dans la région des Agorias. Les Agorias, ça vient c'est un nom slave qui signifie au-delà, derrière les montagnes. Puis c'est comme un ensemble de 46 petits villages, vraiment, pas très gros là, on parle vraiment des petits villages, c'est très rural, mais en même temps très charmant. Ils sont tous reliés par des anciens chemins, puis, des beaux ponts de pierre qu'on retrouve là comme ça dans la région. Il y en a vraiment plusieurs. Alors c'est ce qui caractérise beaucoup les Agorias. Évidemment, on peut pas traverser les 46 villages, mais dans notre traversée de 6 jours là, on va vraiment s'arrêter dans plusieurs petits villages. Puis à chaque fois, comme je le disais, on dort dans des petites auberges, très, très charmantes. C'est une ambiance vraiment des Balkans, donc c'est, comme je disais, plus rustique, plus montagnard dans l'ambiance. Là, on n'est pas dans l'ambiance méditerranéenne, vraiment qu'on retrouve ailleurs. C'est peu fréquenté, comme endroit parce qu'on est quand même assez loin là, ça se trouve. Puis, pour aller marcher, quelques jours consécutifs comme ça, il y a quand même peu de monde qui vont, s'aventurer dans les Agorias. Alors, on en profite. Hem, Comme je disais, donc 6 jours de marche, c'est un voyage Dolce Vita là. On dort, dans des petites auberges, on a l'apéro en terrasse, le soir quand on rentre de nos randonnées. On sous-estime pas les journées. C'est quand même des bonnes journées de marche. Mine de rien, il y a des bons dénivelés là. C'est pas rare qu'on ait des 900-1000 mètres ou plus de dénivelé positif dans la journée. Même chose en descendant. Par exemple, là, ça, c'est la gorge de Vikos. Pardon. On va vraiment la traverser. Donc, on la redescend au complet. On traverse la gorge, puis on la remonte pour ensuite aller atteindre un autre massif de l'autre côté. Donc, c'est, mine de rien, des bonnes journées de marche, à peu près 6-7 heures en moyenne, mais avec parfois des bons dénivelés. C'est pas tous les jours avec des dénivelés de 1000 mètres, là, mais c'est quand même bien dosé, mais il faut s'attendre quand même à avoir des journées un petit peu plus costauds à ce niveau-là.
La gorge, c'est vraiment un superbe endroit qui est traversé par la rivière Voido-Matis qu'on voit ici. Il y a énormément de plantes qui sont endémiques là, de cette région-là qu'on retrouve dans la gorge. Il peut faire chaud. Au niveau de la météo, on y va à 2 périodes, en juin et en septembre. Donc c'est sûr qu'en Grèce, on s'attend à ce qu'il fasse chaud et beau. Alors c'est le cas, entre autres, beaucoup quand on traverse la gorge, certains villages, quand on est peut-être un petit peu plus bas dans les vallées. Mais quand on monte, parce qu'on va monter en direction, on va aller rejoindre le refuge d'Astraka qu'on voit donc sur les photos ici, qui est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Donc là, on va complètement changer d'ambiance. Ça va être vraiment plus alpin. On va traverser des alpages, etc. Donc c'est une belle montée aussi qui nous attend pour aller atteindre le refuge. C'est vraiment ambiance montagne, là. C'est refuge de montagne tel qu'on l'imagine avec des dortoirs, mais ça reste très chaleureux. C'est pour une nuit. Puis c'est ce qui va nous permettre aussi d'aller nous balader vraiment plus dans les montagnes, là, puis aller trouver des beaux lacs d'altitude qu'on retrouve aussi dans le coin. La météo, comme je disais, il fait beau, il fait chaud, mais encore une fois, quand vous êtes en montagne, ça peut être très variable. La météo peut vraiment être capricieuse en remontant. Donc, il peut y avoir de la brume, des nuages, de la pluie, il peut faire plus froid aussi. Donc, être paré un peu à toute éventualité quand même, mais ajuster son équipement en conséquence, parce que ça peut être un peu surprenant. Mais quand même, ça reste en tout cas, une très belle période pour aller y marcher. Avant ça, il y aurait de la neige. Donc c'est ça. Par exemple, les lacs des Dragons qu'on peut aller voir de plus près depuis le refuge. Donc le refuge une nuit, ensuite on redescend, on a une belle descente encore qui nous attend pour aller rejoindre nos derniers villages et on aura terminé donc notre petite traversée de 6 jours des Agoria avant d'aller prendre donc le bateau en direction de Corfou. Donc votre guide, c'est ça. Non, le transport des bagages, c'est ça, j'allais parler des transports des bagages. La journée, vous portez juste votre petit sac de jour. Le reste des bagages, c'est par véhicule, donc que tout va être transféré. On s'occupe de tout. Donc 14 jours de voyage, on a 3 départs pour 2023. Juin, Julie, dis-moi si je me trompe, mais juin, c'est complet. On a 2 départs en septembre. Il me semble que le premier départ de septembre, il doit rester quelques places. Non? Oui, vas-y. Ah, non. Oui, il reste en Ouais. fait une place pour une femme en juin. Ah, ok. Voilà. Et septembre, le premier départ, est-ce qu'il n'était pas complet? Et 3-4 places début septembre. Ok. Il reste 3 ou 4 places, pas plus. Ok. Bon, le message, c'est ne tardez pas trop parce que la Grèce est populaire encore cette année, donc ça se remplit vite. Julie ne fait que ajouter des dates, mais on ne pourra pas en ajouter éternellement. Alors, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Je regarde rapidement voir s'il y avait des petites questions dans le chat. Je pense que c'était plus pour le voilier. Bon, en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire. Là, ce sera avec plaisir qu'on pourrait y répondre. Ça fait le tour pour moi, en tout cas pour la Grèce. On a perdu Richard en Super, route. merci Ouais. beaucoup. On a tenu notre pari de ne pas dépasser l'heure de lunch largement, mais j'ai été censurée largement. Ouais, en tout cas, merci aussi. Puis n'hésitez pas s'il y a des questions par la suite. C'est ça. Bonne journée. Bonne journée. Bye.